Aujourd'hui, nous sommes absolument ravis et honorés de recevoir l'économiste Thierry Pouche, grand spécialiste des questions agricoles, des questions alimentaires aussi. Donc on a une sorte de tradition à la Société de géographie, avant de commencer et de rentrer dans le dur, si je puis dire. Monsieur Pouche, est-ce que vous pourriez vous présenter à nos spectateurs ? Eh bien oui, bien sûr, bonjour. Donc je suis Thierry Pouche, économiste, chef économiste au Champ de l'Agriculture France et chercheur associé au laboratoire Regard de l'Université de Reims. Et je suis aussi membre de l'Académie d'agriculture de France dans la section économie de cette institution qui date du XVe siècle. Alors, si on vous a invité aujourd'hui à la Société de géographie, c'est pour deux raisons différentes. Je vais commencer peut-être par la plus triviale. Donc, vous venez de sortir un livre coécrit avec Sébastien Habis, qui s'intitule Géopolitique du sucre aux éditions de l'Iris. Mais aussi, peut-être de manière moins commerciale, on vous a aussi invité pour évoquer la crise que connaît aujourd'hui le monde agricole, qui s'est cristallisée depuis quelques semaines avec des manifestations à répétition, avec une véritable levée de bouclier d'une partie du monde agricole français, mais aussi européen. Est-ce que vous pourriez commencer simplement en nous présentant les revendications du mouvement ? Alors oui, je voudrais quand même faire un petit préalable parce que on a évidemment porté la focale sur la situation française. On a un tout petit peu évoqué ce qui se passait dans les pays voisins de l'Union européenne. Mais quand on regarde bien, cette crise agricole, elle remonte à l'année dernière, lorsque les agriculteurs polonais, hongrois et roumains ont manifesté un certain mécontentement du fait du transit des grains en provenance d'Ukraine, puisqu'il fallait contourner la voie maritime qui était bloquée en raison de la guerre, et donc trouver des voies alternatives, c'est-à-dire des voies ferroviaires, terrestres ou fluviales. Et les agriculteurs de ces pays-là se sont aperçus que la quantité de grains qui transitaient sur leur territoire faisait pression à la baisse sur les prix de leurs propres céréales. Donc il y a déjà eu là une prise de conscience que le revenu de ces agriculteurs pouvait être compromis par cet afflux de grains en provenance d'Ukraine. Alors il faut rappeler que ces grains qui viennent et qui transitent, c'est au titre de l'aide européenne à l'Ukraine. Ensuite, il y a eu toute une polémique autour du poulet, des œufs et plus récemment du sucre. C'est vrai que l'Union européenne, pour apporter de l'aide à l'Ukraine, non seulement financière et militaire, mais a démantelé les droits de douane. Cela renvoie à l'accord de libre-échange que nous avions avec Kiev depuis 2015, et que par voie de conséquence, énormément de produits maintenant arrivent sur les marchés des pays membres. Donc ça peut susciter évidemment un certain mécontentement. Donc ça fait partie des revendications qui portent dans un premier temps sur les accords de libre-échange, qu'ils soient avec l'Ukraine ou avec la grande menace que représente maintenant l'accord avec le Mercosur. Donc ça fait partie des revendications. Ensuite, et c'est lié, c'est cette question de la concurrence qui est livrée non seulement par les pays hors Europe, dans le cadre de ces accords de libre-échange, mais aussi la concurrence intracommunautaire, puisqu'il y a un certain nombre de pays maintenant qui sont rentrés dans l'Union européenne du fait de la dislocation du bloc soviétique. Alors je prends l'exemple de la Pologne, qui est maintenant l'une des grandes puissances agricoles de l'Union européenne. Et donc il y a une concurrence intracommunautaire qui peut même être resituée historiquement avec l'entrée de l'Espagne en 84. Donc toute cette concurrence sur les fruits et légumes qui a aussi beaucoup suscité de débats depuis 15 jours avec le problème de l'approvisionnement en fruits et légumes des supermarchés, légumes en provenance et les fruits en provenance d'Espagne. Donc il y a déjà aussi là un objet de revendication. Et puis, sur une période peut-être plus récente, les agriculteurs se sont aperçus que, comparativement à 2022, où il y avait eu une flambée des prix, dont ils avaient bénéficié, puisque le revenu des agriculteurs avait fortement augmenté en 2022, eh bien en 2023, ces prix se sont repliés, et donc il y a eu un petit problème d'effet de ciseau en quelque sorte, puisque les charges ont diminué mais à un rythme moins soutenu, et elles ont même eu tendance au dernier trimestre 2023 à augmenter, ce qui fait que le revenu a baissé en 2023 pour les agriculteurs français de 11%, donc il y a eu une prise de conscience qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, et ça c'est en fait le cumul de tout un tas de facteurs que je viens d'évoquer sur la concurrence, les accords de libre-échange, la baisse des prix, et puis ça c'est quelque chose qui s'inscrit aussi dans la durée,
cette revendication autour de l'application des normes européennes qui sont sur-transposées dans le cas français. C'est vrai que l'administration française en rajoute un petit peu dans ces normes européennes, mais surtout cette prise de conscience que les normes européennes ne sont pas forcément appliquées de la même façon et au même degré selon les États membres. Il y a toujours des dérogations possibles, ce qui engendre évidemment des concurrences qu'on appelle déloyales et qui constituent aussi là un objet de revendication de la part des agriculteurs français. Donc on a là une sorte de faisceau de paramètres qui ont convergé pour finalement, même si on sentait que ça couvait depuis plusieurs années, mais 2021-2022 étaient plutôt de bonnes années, donc il y a eu un petit peu de calme dans les campagnes. Là, 2023, ça a été plutôt une année où on a revendiqué un certain nombre de sujets, on s'est mis en colère dans les campagnes, précisément à cause de ces paramètres-là. Donc il y a sans doute autour de tout ça, de façon plus profonde et de façon plus structurelle, une question d'identité professionnelle en fait. Les agriculteurs savent qu'ils sont de moins en moins nombreux. On est descendu en dessous des 400 000 exploitants agricoles en 2020. On était encore un peu plus d'1 million en 1970. Et le problème du renouvellement des actifs agricoles est maintenant pleinement posé. Donc on se demande si l'agriculture a un avenir finalement, et je crois que ça cristallise finalement tous les facteurs que je viens d'évoquer. Il y a une difficulté pour des agriculteurs à se projeter dans l'avenir, d'autant plus que le contexte international du fait de cette guerre en Ukraine rebat considérablement les cartes, puisque cette guerre bouleverse les équilibres alimentaires. Récemment, le gouvernement, par l'intermédiaire du nouveau Premier ministre Gabriel Attal, annonçait proposer au monde agricole des solutions pour sortir de la crise. En quoi consistent ces solutions et vous semble-t-elle être véritablement pertinente pour aider, accompagner les mondes agricoles dans leur transformation? Alors, je crois qu'il faut distinguer finalement de deux choses. Il y a ces mesures qui répondent à des urgences et qui s'inscrivent sur le court terme. Il fallait apaiser un peu la situation, donc c'est passé par des blocages de fonds pour la viticulture, puisqu'il y a eu l'année dernière un certain nombre de difficultés dues aux aléas climatiques. Donc c'est 80 millions d'euros qui ont été débloqués pour soulager les trésoreries des viticulteurs. Ajouter à cela les 150 millions pour financer les campagnes d'arrachage des vignes, puisque on sait, en particulier en Occitanie, là où le mouvement est parti, qu'il y a des stocks de vin qui sont assez importants et qu'on a du mal à écouler. Ensuite, il y a encore une aide qui a été accordée pour les producteurs issus de l'agriculture biologique. Mais ça s'ajoute déjà aux quelques dizaines de millions qui avaient été débloqués l'année dernière parce que les produits issus de l'agriculture biologique n'arrivent plus à se vendre. Il y a véritablement un problème de débouché structurel maintenant. Ça fait presque 2 ans que l'agriculture biologique est en crise. Donc il fallait trouver des solutions là aussi, mais ce sont des solutions qui relèvent de l'offre et moins de la demande, alors qu'on sait qu'il y a un véritable problème de débouché aujourd'hui, du fait du contexte de l'inflation, du pouvoir d'achat, etc. Donc ensuite, il y a eu un certain nombre de mesures, mais qui auraient pu certainement aller beaucoup plus loin, du style dresser un moratoire sur la fiscalité des agriculteurs, faire une année blanche sur le remboursement des prêts contractés par ces agriculteurs. Mais globalement, ça reste des mesures de court terme. En revanche, et c'est le deuxième point, le ministre s'est engagé à présenter une loi d'orientation agricole qui a déjà été retardée, qui a pris encore plus de retard du fait des événements, mais manifestement le contenu serait proposé au moment du salon de l'agriculture et discuté au Parlement à partir du printemps, c'est-à-dire au mois d'avril à peu près. Et l'originalité de cette loi, c'est qu'elle va contenir maintenant l'idée de souveraineté alimentaire. Ça va être inscrit dans la loi. Donc là, on est peut-être plus sur une perspective de moyen terme, mais qui n'est pas sans poser problème. Peut-être on va y revenir.
Alors, je saisis la perche que vous me tendez avec ce concept, cette notion de souveraineté alimentaire. D'ailleurs, l'année dernière, je crois que c'était au mois de mars 2023, le gouvernement avait publié un rapport sur la souveraineté alimentaire, des pistes de réflexion pour regagner une souveraineté agricole et alimentaire française. Alors, moi, j'aimerais beaucoup vous entendre justement, d'une part, sur la définition de la souveraineté alimentaire, parce que j'ai l'impression que c'est devenu une sorte de nouveaux termes, de nouvelles expressions à la mode, mais qui parfois est tellement utilisée à tort et à travers qu'elle en devient un petit peu nébuleuse. Donc, j'aimerais dans un premier temps vous entendre sur cette notion de sécurité alimentaire. Et à partir de là, vous posez une question peut-être un peu naïve, mais peut-on être, si on considère simplement le cas français, peut-on être souverain en matière agricole et alimentaire dans le cadre européen, sachant que certaines des directives, des orientations, des textes législatifs, juridiques européens entrent parfois en conflit ou tout au moins en tension avec les intérêts français? Alors c'est une notion éminemment complexe qui ne va pas forcément de soi. D'abord, peut-être faut-il rappeler que cette souveraineté alimentaire avait disparu du paysage de la science politique, mais aussi de l'agriculture. Elle a ressurgi en 1996 autour de l'organisation non gouvernementale Via Campesina, qui regroupe en gros les syndicats se réclamant, comme en France, de la Confédération paysanne, et qui, pour contrebalancer les effets probables des mesures recommandées par les grandes institutions internationales, qu'on appelait le consensus de Washington, en gros c'était pour faire rentrer certains pays en développement dans le commerce international en promouvant certaines cultures d'exportation, l'ONG Via Campesina avait dit non, il faut rétablir la souveraineté alimentaire de façon à ce que ces pays-là optent plutôt pour des cultures vivrières et puissent nourrir leur population et éventuellement réduire la pauvreté. Et puis ensuite, il y a eu un ralliement relativement timide et partiel autour de cette notion proposée par Via Campesina, et puis on n'en avait plus beaucoup entendu parler par la suite. Elle a ressurgi au moment de la pandémie, puisque autour des masques et du matériel médical notamment, les agriculteurs avaient déjà posé à ce moment-là la question de notre dépendance française, mais aussi européenne en matière de protéines végétales, c'est-à-dire tout ce qui est nécessaire à la nourriture du bétail. Mais ça s'était arrêté là. Et c'est avec la guerre en Ukraine que moi j'observe le véritable retour de cette souveraineté alimentaire, puisque Emmanuel Macron l'a mis en avant à plusieurs reprises dans ses discours. Il y avait le discours de Rungis notamment qui est resté célèbre, parce que là on s'est aperçu que notre dépendance elle était encore plus importante, en énergie évidemment, mais aussi en engrais, puisque la Russie était notre principal fournisseur. Et par voie de conséquence, s'il n'y a plus d'intrants, ça peut compromettre l'état des cultures. Donc on s'est dit, il faut remettre d'aplomb cette souveraineté alimentaire. Déjà, ça, c'est pour des éléments un peu historiques. Après, la définition. Alors ça, c'est compliqué. Moi, je suggère, sur cette notion de souveraineté alimentaire, de prendre appui sur la définition que donne la science politique de la souveraineté au sens général. Donc, il s'agit, quand on regarde les textes fondateurs, en particulier Jean Bodin dans les 6 livres de la République, ou chez Machiavel, et un peu plus tard chez Jean-Jacques Rousseau, il s'agit finalement d'une sorte d'autonomie de décision. Qu'on est souverain quand on peut décider soi-même, par soi-même, et pour soi-même, sans en référer à une quelconque institution extérieure, qu'elle relève du divin ou d'une puissance extérieure. Donc si on s'appuie là-dessus, on peut considérer que la souveraineté alimentaire, c'est être en mesure de décider ce qu'on doit produire sur notre propre territoire, sans qu'il y ait d'interférence avec une quelconque instance extérieure au pays. Ce qui n'est pas sans poser problème si on se limite à cette définition calée sur ce que propose la science politique. Parce que la Commission européenne, qui décide de la politique agricole commune avec le Parlement européen dans une procédure de codécision, eh bien, on peut considérer qu'en termes de souveraineté, c'est une instance
extérieure. Donc là, ça pose déjà un premier problème, ce qui voudrait dire qu'il faut réfléchir à une souveraineté alimentaire à l'échelle européenne cette fois-ci. Mais là, ça devient plus compliqué puisque les degrés de consentement à renoncer à sa propre souveraineté nationale sont pas du tout de même niveau quand on regarde les Pays-Bas, l'Italie, la France. Donc c'est très difficile à coordonner. Ce qui voudrait dire que si on parvenait à dessiner une souveraineté alimentaire européenne, peut-être qu'on aurait accédé à un premier palier en matière d'Europe fédérale. Bon, donc ça c'est déjà un premier point sur la définition. Ensuite, une fois qu'un État a pu décider de ce qu'il allait faire en matière agricole, c'est rejoindre l'idée finalement que la production permet de nourrir la population. Et donc on accède quelque part à la notion de sécurité alimentaire ou d'auto-approvisionnement. Et pour donc répondre à votre question, la France est autosuffisante dans un très grand nombre de produits, elle l'est moins dans d'autres types de produits. Alors on n'est pas du tout autosuffisant en fruits et légumes, on ne l'est plus maintenant en volaille, on ne l'est pas non plus en engrais pour pouvoir fabriquer ces produits alimentaires. On l'est de moins en moins en viande bovine, même si on reste encore à l'équilibre, et on est toujours à l'équilibre en viande porcine. En revanche, on est particulièrement et très largement autosuffisant en céréales. Pour prendre un chiffre, le taux d'auto-approvisionnement en blé, c'est 200%, ce qui explique qu'on a trop de blé pour notre propre consommation intérieure et que nous exportons la moitié de notre production chaque année, avec en particulier un client décisif qui est l'Algérie. Ensuite, on est autosuffisant en produits laitiers, on est autosuffisant en sucre. Donc on a, de ce point de vue-là, la possibilité de dire que notre souveraineté alimentaire, notre sécurité alimentaire ne s'est pas effondrée finalement, contrairement à ce qu'on a pu souvent avancer. Donc ça, c'est quelque chose qui me paraît important à rappeler. Après, toute la question est de savoir comment on coordonne ça à l'échelle européenne, bien évidemment. Aux États-Unis, c'est un pays fédéral, donc la question ne se pose pas. Dans tous les États, on applique une loi agricole. En Europe, c'est un peu plus compliqué. Donc voilà, moi je vois cette souveraineté alimentaire plutôt sous cet angle-là, c'est-à-dire une autonomie de décision. Mais quand la France prend une décision, soit elle doit en référer à la Commission européenne, soit c'est l'Union européenne, la Commission, qui détermine, eh bien, par exemple, ce que devra être la PAC dans quelques années, ce qu'elle est aujourd'hui, ce qu'elle a été hier, etc. Donc c'est assez compliqué de coordonner toutes ces souverainetés. Ça va nécessiter un temps très long avant de pouvoir convaincre nos partenaires et la Commission de tendre vers cette souveraineté. Aujourd'hui, l'agriculture et l'élevage sont vraiment au cœur des préoccupations globales, qu'il s'agisse des questions d'inflation, qu'il s'agisse des questions environnementales, qu'il s'agisse des questions de concurrence internationale, comme que vous avez évoqué précédemment. Est-ce que aujourd'hui, des directions, des orientations stratégiques pour faire évoluer les modèles agricoles et les modèles alimentaires existent, et si oui, lesquels? Alors, je n'attends bien sûr pas de vous de nous donner des solutions clés en main, mais en tout cas, vers quelle direction doit-on travailler pour justement faire évoluer? Alors, utilisons un mot là encore à la mode pour engager des transitions en matière agricole et alimentaire. Alors l'Union européenne a pris depuis maintenant pas mal d'années conscience qu'il y avait un défi climatique important, que ce défi avait des ramifications sur la qualité des sols, sur le bien-être des animaux, etc. Donc elle a souhaité se démarquer de plus en plus à travers les réformes de la politique agricole commune du modèle, on va employer le singulier, qui avait été instauré à partir du début des années 60 dans le cadre de la construction européenne. C'est-à-dire, il fallait moderniser les structures, recourir au machinisme agricole, aux engrais chimiques, etc. Alors au passage, il ne faut pas oublier non plus, il ne faut pas jeter l'eau du bain avec le bébé, c'est que entre 1962, date de mise en application de la PAC, et le tout début des années 70, donc dans un temps relativement record, l'Europe a pu accéder à l'autosuffisance qui était
l'un de ses objectifs fondamentaux. Mais évidemment, au gré de cette modernisation, au gré des années, on s'est aperçu que ce modèle qu'on a souvent qualifié d'intensif ou de productiviste avait des répercussions, ou comme disent les économistes, des externalités négatives. Donc l'Union européenne a progressivement, à partir de 1992 et surtout à partir de 1999, incorporé dans les textes de la réforme des mesures destinées à prendre en compte l'environnement, à commencer à préparer les esprits des agriculteurs à certaines formes de transition et à conditionner le versement des aides au respect de ces mesures environnementales. Et alors plus récemment, en 2019, dans le cadre de la préparation de la PAC 2020-2027, mais on a pris du retard, c'était 2023-2027 maintenant, il y a eu donc l'émergence de ce fameux pacte vert, le Green Deal, qui est destiné pour tous les secteurs de l'économie européenne à tendre vers une décarbonation à l'horizon 2030-2050, et l'agriculture figure dans ces objectifs. Donc il s'agit de diminuer assez fortement sur ce pas de temps l'usage des intrants, engrais, pesticides, de tendre vers des surfaces agricoles à hauteur de 25% dédiées à l'agriculture biologique, et ensuite de respecter un certain nombre de mesures comme les jachères, etc. Donc ça, c'est l'Europe essaye finalement de construire un modèle agricole qui soit calé sur un processus de transition agroécologique et maintenant énergétique d'une certaine façon, puisque les exploitations agricoles utilisent de l'énergie fossile. Donc on est dans ce cadre-là. Et ce qui s'est passé, c'est que dans un premier temps, les études d'impact qui ont été réalisées autour de ce pacte vert ont montré, toutes convergent dans ce sens-là, que si l'Europe appliquait ce pacte vert, il y aurait un décrochage de la production agricole européenne, une diminution des exportations et une augmentation des importations. Donc déjà là, il y avait le Green Deal était d'une certaine façon mal engagé. Bon. Et la guerre est arrivée par là-dessus, évidemment, et on rejoint finalement votre première question, c'est que dans les revendications aussi des agriculteurs, il y a cette idée que l'Union européenne va trop loin en matière de normes environnementales, sachant qu'il y a un contexte international où d'autres puissances agricoles comme la Russie se positionnent d'une certaine façon pour désoccidentaliser les marchés internationaux de produits agricoles et alimentaires. Donc les agriculteurs comprennent mal qu'on puisse les empêcher de produire avec des normes de plus en plus drastiques et de voir en même temps d'autres pays qui puissent avancer, progresser en termes de part de marché. Ça vaut pour la Russie, ça vaut pour les pays du Mercosur, mais ça vaut pour l'Ukraine, d'une certaine façon, qui, même si elle recule en matière de production du fait de la guerre, puisque les surfaces sont endommagées, les machines sont abîmées, etc., eh bien, elle continue quand même à produire. Et cette perspective d'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne pose de plus en plus de problèmes pour les agriculteurs, parce qu'ils ont l'impression qu'il va y avoir deux Europes. Une Europe avec beaucoup de normes environnementales, et une autre Europe avec des pays plus récemment intégrés qui n'auront pas forcément les mêmes normes et qui en tout cas pourront avoir des coûts de production bien inférieurs. Donc déjà, vous voyez, cette transition agroécologique qui est souhaitée par l'Union européenne et qui constitue presque une norme maintenant, ça renvoie évidemment à une stratégie qui se cale sur la COP 21, les accords de Paris, etc. Donc ça constitue une des origines des tensions actuelles. Alors je voudrais terminer, en introduction j'évoquais votre dernier ouvrage intitulé Géopolitique du sucre que vous avez coécrit avec Sébastien Havis. On connaît mal le secteur sucrier en France. Alors je ne parle pas des plantations de canne à sucre, je parle majoritairement du sucre produit à partir de betteraves. En quoi est-ce que ce secteur est stratégique pour à la fois le monde agricole français, mais aussi l'économie française? Alors déjà, il faut rappeler que effectivement, le sucre est assez mal connu, et quand il est relativement connu, c'est une connaissance qui constitue
en quelque sorte une source de discrédit. Le sucre, c'est très mauvais, ça fait grossir, ça occasionne des pathologies diverses et variées. Donc nous, ce qu'on a voulu montrer, c'était que sans doute y a-t-il une modération dans la consommation de sucre qu'il faudra avoir, mais il y a une filière qui est très structurée, avec 24 000 planteurs, puisque c'est comme ça qu'on les appelle, situés essentiellement dans le nord de la France et un peu à l'est. C'est une vingtaine de sucreries qui prend en charge la transformation pour faire à partir de la betterave du sucre. Une tonne de betterave, c'est 160 kg de sucre. C'est un peu plus qu'une tonne de canne à sucre. Et donc on a toute une filière qui, de l'amont vers l'aval, constitue une source de richesse pour les territoires. Il y a des emplois induits, c'est quand même plus de 40 000 emplois sur cette filière. Et en plus, il y a quelque chose de très important, si on revient sur la question précédente, c'est qu'on a une betterave qui a des usages alimentaires. On consomme tous les jours du sucre sous une forme ou sous une autre, mais il y a aussi de multiples usages non alimentaires. Donc par exemple de l'éthanol, par exemple de l'alcool, on a tous utilisé le gel hydroalcoolique, et bien dedans il y a de l'alcool issu de la betterave. Ça peut être de la mélasse pour des usages industriels, ça peut être de la pulpe de betterave pour la nourriture des animaux. Or quand on sait que l'Union européenne est très dépendante de l'extérieur pour la protéine végétale en provenance essentiellement d'Amérique du Nord ou du Sud, eh bien ça peut constituer une alternative pour réduire notre dépendance. Donc il y a de multiples usages possibles, qu'ils soient alimentaires et non alimentaires. Donc c'est ce qu'on a voulu rappeler, et ça s'inscrit finalement dans le cadre d'une souveraineté. Donc ça c'est important parce que si on a la possibilité d'avoir une filière sucrière très structurée, avec une production de betteraves suffisamment importante, eh bien on arrive à avoir des emplois, de la valeur ajoutée sur les territoires, etc. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans le contexte actuel, le premier producteur mondial de betteraves aujourd'hui, c'est la Russie. Et que l'Ukraine, comme on l'a dit tout à l'heure, exporte du sucre. C'est le deuxième fournisseur de l'Europe en sucre, derrière le Brésil maintenant. Avant la guerre, l'Ukraine exportait 20 000 tonnes de sucre vers l'Union européenne. L'année dernière, elle en a exporté plus de 400 000. Donc on voit bien que là aussi, on retombe sur ces histoires de concurrence, et que la perspective d'une adhésion de l'Ukraine interpelle évidemment les agriculteurs. Donc on a voulu un peu resituer tout ça. À la fois, il y a aussi dans le livre des éléments d'histoire du sucre. On a rappelé les figures centrales que sont Chaptal et Benjamin Delessert. Et on a montré un peu l'état de la concurrence internationale, sachant que, au-delà de ce que je viens d'évoquer sur les usages alimentaires et non alimentaires, on sait qu'à l'horizon 2032-2035, il va y avoir une croissance régulière de la consommation mondiale de sucre, en particulier en Asie du Sud, en Asie de l'Est, une partie du Moyen-Orient et une partie du continent africain aussi. L'Inde est un des premiers consommateurs mondiaux de sucre. L'Inde en produit à partir de la canne, mais est-ce que ce sera suffisant ? Donc probablement que pour toutes ces raisons, il faut que les pouvoirs publics et l'Union européenne préservent cette filière sucrière. Thierry Pou, je le rappelle, vous êtes l'auteur, donc vous coécrivez avec Sébastien Amiche, Géopolitique du sucre, publié en 2023 aux éditions de l'Iris. Merci beaucoup pour cet ouvrage que je recommande vraiment à toutes celles et ceux qui seraient intéressés par les questions de géopolitique agricole et alimentaire. Et merci aussi pour tous ces éclairages. Merci beaucoup.